reconnu. Le Hamas s'était dit prêt mercredi à libérer 10 otages dans le cadre d'un accord de trêve. La guerre du 7 octobre 2023 a fait au moins 57 823 morts côté palestinien, majoritairement des civils selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Et pour aborder ce sujet et en parler en détail, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, selon la nouvelle qu'on vient d'avoir, près de 800 personnes ont été tuées depuis fin mai en attendant de l'aide humanitaire à Gaza. Que veut dire en attendant l'aide humanitaire? Est-ce qu'on les frappe, on les tue en recevant les aides? Non, c'est-à-dire, bon, il faut vous dire une chose. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Et bon, 800, c'est-à-dire par rapport à titre d'exemple au nombre enregistré jusqu'à maintenant, ce n'est rien. Et la question en fait réside dans le fait que les entretiens entre Netanyahou et Donald Trump n'ont abouti à aucun résultat positif ou à aucun espoir. Ça veut dire donc l'assassinat de ces nombres, ces victimes va continuer, les Palestiniens. Et autre chose aussi, on sait très bien que la fondation de Gaza, la fondation humanitaire, simplement c'est un instrument utilisé par les grandes puissances, c'est les États-Unis et Israël, pour tuer davantage des Palestiniens. Et la technique consiste simplement à quoi? À lancer des grenades lors de la distribution des aides. Et une fois les grenades tombent, on sait très bien qu'il y a des tirs, des rafales automatiques contre les Palestiniens. Donc, alors, il ne faut pas vraiment s'attendre à une issue de ce problème. La question, si c'était les aides humanitaires, tout le monde crie, tout le monde réclame aux organisations internationales d'intervenir pour mettre fin au meurtre des Palestiniens, à ce génocide, si on peut dire. Alors, mais ça n'aboutit à aucun espoir de solution définitive de ce problème. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de mettre fin à ce phénomène? Je ne pense pas. Actuellement, il n'y a aucun espoir. Le ministère des Affaires étrangères égyptien a réclamé à toute la société internationale d'intervenir pour mettre fin à ces massacres, mais en perspective, je ne vois pas de solution. Et qu'on sait très bien que les États européens ont décidé de constituer un comité pour chercher des sanctions à infliger à Israël. Mais est-ce que vraiment les États européens sont en mesure de le faire? Est-ce qu'ils sont en mesure de mettre en œuvre un dispositif permettant de mettre fin à ce génocide? Je répète ce que j'ai déjà dit auparavant, c'est que le lobby israélien s'empare complètement des rouages des États européens. Et quand on parle par exemple de problème palestinien, on ne dit qu'une seule chose. Israël a le droit de se défendre son existence. Et voilà, ça c'est la question. Docteur Hassan, bonjour. Bonjour. La semaine dernière également, il y avait plusieurs actes de résistance, je dirais même, contre l'armée israélienne qui a tué plusieurs soldats israéliens par des embuscades. Est-ce que vous pensez que ces actes peuvent avoir un poids stratégique dans la situation actuelle? Absolument. C'est-à-dire que moi, à la place de Hamas, je ferais le même. C'est-à-dire, est-ce que Israël est disposé à mettre fin à ces massacres? Absolument pas. La seule chose qui pourrait infliger à Israël, ici, c'était, par exemple, moi je dis, infliger à Israël une défaite ou quelque chose comme ça, oui. Je pense que c'est la continuité de la résistance. La résistance doit continuer parce qu'Israël ne s'arrêtera pas là. Israël va continuer. Écoutez, lors des entretiens ou des négociations, parce qu'il semble qu'il y a un début de négociation, même moi je suis complètement pessimiste,
Lors des négociations pour établir la paix, ce qu'on constate sur la scène, c'est quoi? C'est qu'Israël continue ses opérations militaires. Oui. Alors, donc, est-ce qu'on peut parler d'une trêve Non. éventuelle? C'est impossible. Oui. L'intérêt d'Israël, c'est de s'étendre, de continuer la colonisation de Cisjordanie et de nettoyer complètement Gaza. Il y a un projet, en fait, en perspective. On veut refouler les Gazaouis vers Rafah. Et ça, c'est le projet qui est toujours sous l'étude. Et Netanyahou est sorti de ces entretiens avec Trump plus déterminé à continuer. Et si on met fin à Hamas, comme il dit, est-ce que c'est Hamas le seul mouvement de résistance en Palestine? Non, il y en a d'autres. Il y a plusieurs Hamas, monsieur. Oui. Hamas, oui, n'est pas le seul mouvement de résistance. Il y a aussi le mouvement islamique, il y en a d'autres. Il y a toute une génération. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à sauver les otages israéliens. Il sait très bien qu'il y a une cinquantaine, dont 20 qui sont vivants, mais est-ce qu'il n'arrive pas justement à débusquer complètement l'endroit où il se trouve? Oui. Également, en votre statut de professeur d'analyse de discours, quelle est votre analyse du discours qui a eu lieu entre le président américain et le Premier ministre israélien? Fiasco, complètement fiasco le discours. C'est lors de ces entretiens, j'ai entendu le Premier ministre israélien, je l'ai entendu dire à Donald Trump qu'il venait d'envoyer une lettre au comité de Nobel proposant la nomination de Donald Trump pour avoir le prix Nobel. Et que certainement l'autre, il était très agité, très heureux d'entendre cette nouvelle. Et puis, tout le monde, toutes les agences de presse disent que Trump a essayé d'exercer une pression sur Netanyahou, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi du tout et il ne pourra pas réussir. Parce que Netanyahou est plus puissant que Trump. Je ne cesse de me rappeler en fait la phrase de Jacques Chirac. Oui. C'est qu'il dit, j'ai découvert que Israël est le 21e État des États-Unis. Moi, je suis enclin peut-être à soutenir une autre citation. Ma citation, en fait, c'est que c'est pas le fait qu'Israël est le 21e État des États-Unis, mais non, ce sont les États-Unis qui est une province d'Israël. Bon, là, vous venez de dire qu'il faut continuer la résistance pour essayer de faire céder l'armée israélienne. Mais l'armée israélienne ne va pas céder, c'est-à-dire ça fait, je ne sais pas, presque 2 ans des frappes de part et d'autre sans solution. Alors jusqu'à où? Jusqu'à quand, je veux dire? Jusqu'à ce que l'armée israélienne s'épuise, parce que dans les rangs de l'armée israélienne, il y a beaucoup de militaires actuellement. Il y a beaucoup de militaires qui sont très, très en colère contre Netanyahou, parce qu'ils sont eux-mêmes épuisés de cette longue guerre. Guerre contre l'Iran, guerre contre les Palestiniens, guerre contre les mouvements terroristes. Ils n'ont pas réussi à sauver les quelques otages qui se trouvent entre les mains de Hamas. Et puis après, mais ça c'est la résistance, c'est la logique de la résistance. Il faut y résister. Je sais que c'est l'occupation israélienne, c'est la plus longue occupation. Ça a duré très longtemps, depuis 1948. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas imaginer la peur qu'éprouvent les Israéliens. C'est une peur existentielle. C'est clair. Ils savent très bien que leur existence est une erreur historique, c'est-à-dire une existence illégitime. Et c'est pour cela, leur survie, c'est toujours d'être en guerre. Il faut toujours continuer des guerres. Mais les guerres ne s'arrêteront jamais. Israël devra toujours s'engager dans des guerres contre ses voisins pour assurer son existence. Parce que Israël sait très bien que l'entourage, ça veut dire tous les pays voisins, ils sont hostiles à son existence. Elle sait très bien que son existence, comme je viens de dire, est une erreur historique
et que les Arabes en général ou les Palestiniens n'arrêteront jamais leur résistance. Oui. Ça, c'est l'histoire, c'est la leçon de l'histoire. Docteur Assam, également, quand on regarde la situation dans la région, on doit mentionner l'effet de l'Iran sur cette situation. Alors, depuis peu de temps, les Houthis au Yémen ont repris les attaques contre les navires et même contre Israël. Comment estimez-vous le rôle de l'Iran pendant le futur proche dans la situation? Le rôle de l'Iran, vous dites? Oui. Ah bon, le rôle de l'Iran, l'Iran refuse complètement d'être soumis à l'AIEA, l'agence Énergie atomique. L'AIEA, tout à fait, il refuse complètement. Et que, moi, à mon avis, c'est l'erreur, n'est pas l'erreur de l'Iran, parce que c'est l'erreur de Trump. Ouais. L'Iran a signé un accord avec les pays européens sur la limitation de l'usage du nucléaire. On sait très bien ça. Et puis après Trump, c'est lui qui a violé l'accord en 2018. Et maintenant, on réclame à l'Iran de signer un autre accord. Vous savez, et que lors des attaques américaines contre l'Iran, on a entendu tous les pays européens, au lieu de s'en prendre ou de s'attaquer aux États-Unis, qui a commencé ses frappes en violation complètement du droit international, alors il réprimande de l'Iran. Il estime que ça relève du droit d'Israël de se défendre. Le fait que les États-Unis frappent l'Iran, eux, ils mettent tout ça sur le compte de quoi? De la défense, de l'autodéfense d'Israël. Mais ils n'ont pas critiqué les États-Unis. Et ils ne sont pas disposés à critiquer. Vous savez, à titre d'exemple, je connais le chancelier allemand, Merz, que deux fois il a fait beaucoup de déclarations en faveur d'Israël. Il dit, bon, on défend Israël, son droit à se défendre. Oui. Il est pour Israël, il défend Israël malgré le génocide et les massacres incessants au Gaza. Et quand on se pose la question, quand on cherche en fait la biographie, dans la biographie de Merz, le chancelier allemand, et vous allez vous rendre compte que son grand-père était un membre de la police nazie, c'est-à-dire la police nazie qui commettait aussi le génocide contre les Israéliens et les Juifs. Et c'est pour cela qu'il a très peur et n'ose pas critiquer Israël. Et il n'osera jamais le critiquer. Il ne sera jamais en mesure de dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les Israéliens se retournent contre lui. Ils peuvent lui faire un scandale. Parce que ce grand-père était un membre de la police nazie. Vous savez, c'est très difficile. Et même Macron, quand il était ici en Égypte, il était complètement prêt à reconnaître l'État palestinien. Mais lorsqu'il était de retour à son pays, il a mis des conditions très difficiles. Il a dit, bon, on peut reconnaître l'État palestinien à condition que l'Arabie saoudite signe un accord de normalisation avec Israël. Mais c'est impossible. Alors, de retour vers la résistance et la situation à Gaza ou bien dans les territoires occupés en général, est-ce que vous trouvez que la pression de la rue israélienne, même il y a jusqu'à maintenant des manifestations devant la maison du Premier ministre en Israël, ainsi que, comme vous venez de dire, qu'il y a même des officiers de l'armée qui en ont marre, si je me permets de dire. Et en même temps, il y a aussi une certaine pression internationale de la part de quelques pays, comme quelques pays européens. Est-ce que tout ça pourrait vraiment aboutir à ce que Israël cesse ou bien arrête les frappes? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, pour deux raisons d'abord. C'est que l'existence d'Israël impose à Israël, l'existence illégitime au Moyen-Orient, impose à Israël d'être toujours en guerre. Et Israël a un projet en tête, c'est de s'étendre, d'agrandir son territoire.
d'aller très loin. Et que le projet dans la tête de Netanyahou, ça c'est aussi pour la survie de Netanyahou. Maintenant, il a commis beaucoup d'erreurs aux yeux des Israéliens. Mais, et oui, sa seule survie, c'est quoi? C'est d'offrir à Israël un grand territoire. Et que si en vidant Gaza et aussi en chassant les Palestiniens vers Rafah ou bien vers d'autres pays arabes, je me rappelle très bien que des entretiens, ici, c'est une interview avec Netanyahou, un journaliste lui a posé la question maintenant, et où peuvent vivre les Palestiniens? Il dit, quels Palestiniens? Vous parlez de qui? Il n'y a plus de Palestiniens, il n'y a pas de Palestine. Ça, c'est le projet de Netanyahou. Et puis, la colonisation continue en Cisjordanie, c'est autre chose. Et qu'est-ce que les pays européens peuvent faire quelque chose? Non, simplement, on n'entend en fait que des cris, ou bien des réclamations, des contestations des droits de l'homme et de je ne sais quoi, mais à la fin, les Européens terminent leur discours par quoi? Par le droit d'Israël à se défendre. Défendre contre qui? Qui? Comment peut-on interpréter le droit de la défense légitime? Aux yeux d'Israël, la défense légitime, c'est quoi? C'est d'attaquer, de continuer à attaquer, parce que son existence est inadmissible. C'est une erreur historique. Et puis les Européens, c'est que même ici les diplomaties des pays arabes jouent un rôle pour convaincre les Européens. Je pense que la seule partie européenne qu'on peut convaincre, ce ne sont pas les gouvernements européens, non, ce sont le peuple, les peuples européens. Les peuples européens, ça c'est la génération, la nouvelle génération. Et c'est pour cela on voit dans les rues en Europe des contestations. C'est la jeunesse qui conteste. Oui. Docteur Assam, quand on parle du rôle de l'Égypte comme médiateur dans cette crise, comment voyez-vous ce rôle? Est-ce qu'il y a des pistes ou des enjeux que l'Égypte peut employer ou utiliser pour promouvoir un cessez-le-feu? Écoutez, parce que moi, sur le plan juridique, il faut faire la distinction entre deux engagements ou deux types d'obligations. Oui. Il y a ce qu'on appelle obligation de but, obligation de moyens. Engagement, obligation de but, c'est-à-dire on est engagé à atteindre un but. Oui. Obligation de moyens, on est obligé à faire son mieux pour atteindre un but. Alors, l'Égypte fait son mieux. Mais est-ce qu'on peut atteindre ce but dans ce monde? Un monde, en fait, qui n'est régi que par la force. Voilà, ça c'est la question. Et puis autre chose. Alors je vous pose une question. Moi, en répondant, je pourrais simplement lancer une question. Est-ce que vous ne pensez pas que les pays arabes ne peuvent pas, vous ne pensez pas qu'ils peuvent quand même trouver une solution définitive? Ils peuvent, parce que nous avons des pays du Golfe qui sont très riches et ils peuvent toujours se servir de l'arme du pétrole, comme ils l'ont déjà fait au cours de la guerre de 6 octobre. Ils peuvent le faire. Alors il faut poser la question maintenant. Pourquoi ils n'ont pas recours à ça? Et ils peuvent, certainement. Vous savez très bien que l'arme économique est une arme très puissante. Oui. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ils ne veulent pas? C'est là, en fait. C'est là qu'on doit se poser beaucoup de questions. Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements et ces explications concernant la situation à Gaza. Je rappelle que près de 800 personnes, selon l'ONU, ont été tuées depuis fin mai en attendant de l'aide humanitaire à Gaza, où des tirs près d'un site de distribution ont encore fait des morts vendredi, tandis que l'armée israélienne a dit avoir tiré les leçons d'incidents mortels. On se retrouve juste après une petite pause. موطني الجلال والجمال